Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos du surentraînement. Depuis 50 ans que je pratique la médecine, j'ai vu défiler dans mon cabinet beaucoup de personnes venant chercher un certificat de non-contre-indication à leur sport. J'ai vu aussi pas mal de gens en club, différents clubs, différents sports et de très haut niveau. Je pense notamment à la natation, je pense aussi à l'athlétisme et voire aux sports conjugués type cyclathlon, duathlon et triathlon. Et en tant que généraliste, bien sûr, j'ai vu défiler ces gens, mais aussi en tant que médecin certifié en médecine du sport. Et aussi en tant que pratiquant, non pas que je cherche à colporter mes surentraînements sur tout athlète qui présenterait un problème de surentraînement, mais ça sert, croyez-moi. Donc jusqu'à 52 ans, personnellement, j'ai pratiqué la course à pied en club, à savoir le cross-country, du 3000 mètres, du 5000 mètres sur piste, du semi-marathon, et puis aussi du duathlon, qui comprenait cyclisme et course à pied. Voilà, ceci pour vous mettre en confiance de manière à être crédible. Alors la définition du surentraînement, vous le devinez bien, ce sont surtout les conséquences. Qu'est-ce qu'on appelle surentraînement? Ça se traduit par des signes. Nous allons le voir. Des signes qui sont à la fois physiques, psychiques, voire sociaux, familiaux, les conséquences que ça peut avoir sur la vie de famille, sur la scolarité, sur la profession. J'insisterai sur une chose comme dans tout domaine, bien se connaître. Et chacun devrait se dire, je sais que je ne sais rien quand je me mets à faire de la course à pied. C'est mon expérience, que ce soit à l'entraînement, en club, autrement, et en compétition, je vais apprendre. Mais il y a des règles déjà, pour ceux qui ont un coach par exemple, ils peuvent en profiter. Il y a des règles que l'on connaît à tous les niveaux, dans tous les sports, mais aussi il y a une appropriation de ces règles. Il ne faut pas l'oublier. Donc, oui, je dis bien il y a des signes qui vont révéler le surentraînement, mais aussi le signe essentiel, c'est les conséquences sur la performance. Et ça, on peut le voir aussi dans des entraînements pour lesquels on fait le point et en préparation ou lors des compétitions. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il convient aussi de dire, c'est la prévention. Pourquoi? Comment ne pas arriver à ce surentraînement et aux conséquences du surentraînement? Je sais, il est vrai que j'aurais tendance à parler davantage et surtout de la course à pied, domaine que je connais à peu près. On ne connaît jamais tout, hein, mais enfin bon. Et il y a les techniques d'entraînement qui varient beaucoup, parce que les techniques d'entraînement en 1970 ne sont pas les techniques d'entraînement d'aujourd'hui. Mais enfin, quant au surentraînement et ses conséquences, c'est toujours les mêmes signes et les mêmes baisses de performance. Alors, la course à pied, elle est pratiquée dans les différents sports. Vous prenez tous les sports collectifs, vous prenez le rugby, le handball, le football, il faut courir. Il faut courir. Donc, outre l'enseignement et l'intégration de tout ce qui est technique, il existe une forme physique pour la course à pied. Donc on pourra retrouver, si j'aborde la course à pied, bien des choses pour les autres sports, notamment collectifs. Il est vrai pour le cyclisme, la natation, il y a aussi un rapprochement à faire, bien entendu. Et on devine quels seront, notamment par exemple, les cycles d'entraînement. On ne peut pas toujours s'entraîner de la même façon et tout le temps. Il existe des cycles avec des périodes de repos et de variation des différents rythmes. Par exemple,
en course à pied. Alors en ce qui concerne les signes de perturbation laissant sous-entendre qu'il y a un surentraînement, je vous renvoie au questionnaire, 54 questions. Ce questionnaire se trouve sur le site de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. Ce questionnaire est très intéressant. On y aborde bien sûr les conséquences physiques, les conséquences de perturbations physiologiques, fonctionnement normal du corps humain, et psychologique. Et on arrive à mettre dans chacune de ces catégories un score. Ce questionnaire peut être rempli en direct sur le site en question de la Société française de médecine et de l'exercice du sport. Du reste, dans la description, je vous donnerai les coordonnées et vous pouvez trouver effectivement une appréciation. Très intéressant, très intéressant. Et si vous rencontrez votre médecin ou le médecin qualifié en médecine du sport et que vous présentez ce questionnaire, là il pourra à partir de là et en complétant vous renseigner sur ce qu'il faut faire, les erreurs, etc. dans la mesure bien sûr où lui-même connaît un petit peu bien sûr l'organisation de l'entraînement du sport et du sport en question. Voilà. Mais ce questionnaire est, si j'ose dire, standard. Il est valable pour tous les sports, absolument. Hein, voilà. Et ensuite, pour juger quel remède y apporter. Donc, je vous renvoie à cela. Mais bien sûr, on peut énumérer quand même les quelques signes essentiels. Hein, c'est la fatigue. Vous verrez que dans le questionnaire, il y a beaucoup de signes sur la fatigue. Comment se révèle cette fatigue? Il y a aussi toutes les perturbations qui peuvent se créer à cause de la fatigue. C'est les conséquences ligamentaux, musculo, articulaires, les accidents, les claquages, quand ce n'est pas plus grave, les tendinites qui se constituent progressivement, les fractures de fatigue. Par exemple, on voit une fracture notamment des métatarses, hein, c'est ce qui fait suite aux phalanges. Vous avez 5 os que l'on appelle les métatarses et à l'occasion de fatigue peuvent se fracturer. Aussi, il y a une diminution de force, de tonus général, une sorte de fatigue musculaire. Il existe aussi des signes d'essoufflement pour un effort qui habituellement, que l'on avait repéré comme étant, par exemple, du premier souffle. On arrive facilement au deuxième souffle. Essoufflement. Les signes cardiovasculaires. Le pouls. La tension artérielle. Que ce soit au repos, ça va se modifier. Que ce soit pendant l'effort, en fin d'effort, juste après, à l'arrêt de l'effort, et dans les 3 minutes de récupération, voire en fin de journée pour un entraînement qui se serait fait, par exemple, en fin de matinée ou en début d'après-midi. Tous ces signes-là vous permettent de déterminer si effectivement il existe une anomalie. Bon, je ne parlerai pas des cardiofréquencemètres que vous pouvez trouver, toutes ces choses connectées aussi qui peuvent éventuellement vous servir. Le cardiofréquencemètre est quand même un outil intéressant, surtout s'il enregistre et qu'ensuite on peut, avec une application, récupérer les informations. Voilà, ça évite bien des mesures. Voilà, donc ça, ce sont tous ces signes, le souffle, les conséquences cardiaques, la fatigue générale, les éventuels accidents qui peuvent survenir sur un état de fatigue. Les signes inquiétants, les signes d'alerte que nous avons cités, il y en a un autre. Ce sont les modifications immunitaires chez des athlètes bien entraînés qui apparemment se sentent bien, mais en surentraînement.
ils vont être beaucoup plus vulnérables aux infections saisonnières, voire à d'autres infections type mononucléose infectieuse, ce qui n'est pas rare. Mononucléose infectieuse qui peut quelquefois laisser des fatigues pendant un mois et demi, 2 mois, faisant reporter bien sûr les programmes d'entraînement, voire les compétitions. Il était important de le signaler. La deuxième chose, c'est au niveau des femmes. Les femmes se voient souvent, si elles ne sont pas sous contraceptif oral particulièrement, voient quelquefois leur cycle se modifier. Voilà, soit des règles qui s'espacent, soit des règles plus courtes avec des saignements, etc. Mais bon, je ne parle pas des très hauts niveaux où les jeunes femmes sont souvent en aménorrhée, c'est-à-dire n'ont pas de règles pendant très longtemps. Là, il s'agit de femmes qui ne sont pas sous contraception et qui voient leurs règles s'espacer ou au contraire se raccourcir avec des règles abondantes. Le médecin peut quelquefois constater chez ces jeunes femmes des anémies qu'il va falloir compenser. Voilà, là aussi ça peut être une des conséquences du surentraînement. Il convenait de le signer. Sont relativement inquiétants, ce sont les signes psychologiques. Troubles du caractère ou au contraire renfermement sur soi. Perte de confiance en soi, le doute, quelquefois l'abandon du sport, ça peut aller jusqu'à l'abandon du sport. Le sommeil, alors le sommeil, soit beaucoup de sommeil, besoin d'énormément de sommeil, soit au contraire, un sommeil haché, voire cauchemardesque. Je passe sur les conséquences sur le plan professionnel. Non-acceptation de quelques nouveautés dans la profession, problème relationnel, et pour l'étudiant, pas l'envie de bosser, pas du tout. Tendance à laisser de côté les études, ou du moins, les choses ne rentrent pas au niveau cérébral. Je vais revenir quand même sur les signes, notamment cardiovasculaires. Ça, c'est important que vous pouvez vous-même surveiller. Le pouls, bien entendu, et la tension artérielle. Malgré tout, on est incité à faire un peu de physiologie du sport pour comprendre la variation du pouls et de la tension. Vous savez, et tout le monde le sait, qu'il existe différents types d'efforts. Vous avez l'effort d'endurance. C'est celui qui amène le pouls de 60 au repos aux environs de 120, pour donner une idée. Voilà. Puis vous avez l'effort que l'on appelle de résistance, à bien différencier. C'est-à-dire c'est un effort qu'on ne peut pas continuer éternellement. L'endurance, ce serait plutôt un effort que l'on peut continuer longtemps. Et résistance, non. Et là, le pouls peut monter à 140, 150, et si l'on fait un sprint final, ça peut monter bien sûr davantage. Mais grosso modo, si vous prenez votre pouls pendant l'effort de résistance, vous allez tomber, pour quelqu'un qui est à 60 et à 120 d'endurance, va se retrouver à 140, 150. Et puis vous avez le sport de vitesse. Alors là, bon, le pouls peut monter puisque on est quasiment ou presque en apnée lorsqu'on fait un effort court de vitesse. Le pouls peut monter à 200, 220, voilà. Et plus on est entraîné, plus effectivement on réussit à mener son pouls le plus haut possible. Bien sûr, il existe ce qu'on appelle des efforts d'endurance-résistance, de résistance-vitesse. On n'entre pas dans ces détails, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, quels seront les signes de surentraînement? Eh bien, d'abord, vous devez connaître votre pouls de repos. Si vous avez un pouls aux environs de 50, dans une période de fatigue, votre pouls sera supérieur. Ce sera peut-être 54, 55, 56. Vous devez connaître aussi votre pouls juste en fin d'effort. Effort d'endurance
on l'a dit, 120. Effort de résistance, on l'a dit, 140, 150. Sinon, on n'est pas dans le même registre. Hein. Si on est à 150, on n'est pas dans le registre d'endurance. Ah, c'est très important de bien avoir ces notions. Et puis ensuite, le pouls de récupération. 3 minutes après, le pouls doit redescendre. Oh, il ne redescendra pas au pouls de repos. Mais si vous êtes en résistance à 150, dans les 3 minutes, vous allez vous retrouver à 80. Voilà. Alors, c'est là que ces pouls vont se modifier à l'occasion de la fatigue. Ce pouls de récupération, lui, ce ne sera pas 80. Ce sera plus long. Il faudra que peut-être 4-5 minutes. Et à 3 minutes, le pouls ne sera pas redescendu à 80, mais il sera peut-être encore à 100. Voilà. Et puis en fin de journée, à 3-4 heures de l'entraînement, le pouls retombe en général, quand la récupération est bonne, tombe au repos plus ou moins 4 ou 5. Mais là, en période de fatigue, ça n'est pas le cas. Le pouls peut rester encore élevé, ne pas se retrouver à 60, mais peut-être à 70. Voilà. Le pouls radial, le radius étant ici, le pouls radial se prend ici avec la pulpe des doigts, parce que la sensibilité est parfaite au bout des doigts. Ici, dans une espèce de gouttière, sans appuyer, vous prenez sur 15 secondes, voilà, par exemple, 13 ou 15 multiplié par 4, ça fait 60 pulsations par minute, ici au pouls radial. Voilà. Vous avez du mal à percevoir votre pouls radial, vous pouvez prendre vos pulsations au niveau des carotides. Une artère carotide à gauche, une artère carotide à droite. Vous pouvez mettre les doigts sans appuyer très fort, hein, il ne faut pas appuyer très fort à cause d'un petit paquet de cellules nerveuses qu'on appelle le glomus carotidien, sur lequel il ne faut pas appuyer. Donc vous prenez vos pulsations, vous les repérez, vous comptez sur 15 secondes, montre en main, et vous multipliez par 4. Voilà sur le plan pratique. Il faut aussi connaître la notion de sport en aérobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour le coureur à pied, qui peut courir longtemps, il existe une extraction de l'oxygène qu'il inspire, mais en même temps se ravitaille. L'organisme fait que, sur le plan cardiovasculaire et pulmonaire, il y a toujours un équilibre d'oxygène et il n'y a pas de dette d'oxygène comme dans un effort en anaérobie. Là, au contraire, l'extraction se fait de façon incomplète, le souffle est plus court et donc on inspire moins d'oxygène, l'extraction se fait moins bien et on arrive petit à petit à une dette d'oxygène. C'est d'ailleurs dans ce type d'effort que l'on mesure la consommation maximale d'oxygène sur un effort, par exemple, de 10 minutes sur le stade. Et voilà, on arrive à savoir quelle est la consommation d'oxygène. Bon, ça se fait davantage, bien entendu, dans les cabinets de cardiologie ou en milieu hospitalier. Hein, voilà, on met un appareil pour faire les différentes mesures, et respiratoires, etc. Et voilà, donc il est bon d'avoir cette notion. Et pour ce qui concerne de la vitesse, vous savez bien, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'efforts de vitesse. Prenez un cours de 100 mètres, bien sûr il respire le cours de 100 mètres, mais la respiration ne permet pas un ravitaillement maximal d'oxygène. Et quand il termine, il est bien essoufflé. Voilà. Donc bien avoir ces notions d'endurance, aérobie, résistance anaérobie et vitesse, c'est un petit peu différent. Voilà. Donc c'était important d'avoir cette notion-là. Voilà. C'est toujours difficile pour des amateurs en sport d'identifier les causes de la fatigue. Parce qu'il y a autre chose que le sport, il y a aussi la vie professionnelle,
certains impératifs, les fêtes familiales, etc. Bon, enfin bon, bref, les vacances, c'est pas toujours simple. Autant pour les professionnels, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est là qu'il faut évoquer les cycles d'entraînement. Parce que le surentraînement peut venir de cycles soit mal calculés, ça peut arriver, le coach fait une erreur, voilà. Soit parce que on n'a pas su adapter, on a préféré se cantonner dans ce qui a été fixé, donc il n'y a pas de révision, il n'y a pas de reconsidération des périodes de récupération. Cela peut venir aussi des objectifs. Regardez par exemple les footballeurs, combien de matchs de divers championnats qui s'accumulent dans la même semaine, et on peut trouver 2 matchs de très haute intensité, par exemple, identique le coureur à pied, qui lui va avoir des objectifs importants, je pense par exemple à des personnes, des athlètes qui vont faire plusieurs marathons sans véritable récupération dans la période des marathons. Voilà. Il peut y avoir aussi un manque de communication entre l'athlète et le coach pour des questions d'organisation. On ne discute pas. L'athlète ne peut pas échanger, ne peut pas faire part, toujours. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la plupart des cas, mais enfin bon, en amateur, il faut être très 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 prudent. Hein. C'est pour ça que la connaissance de soi est importante, de manière à pouvoir réagir. Voilà. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle les grands cycles. Prenons le coureur à pied, il va voir un grand cycle entre, par exemple, octobre et février. Et à l'intérieur de ce grand cycle, il va y avoir des cycles plus petits, c'est-à-dire des cycles, par exemple, de 3 ou 4 semaines, où l'on va faire varier, quand on passe d'un cycle à l'autre, les différents types d'efforts. Endurance, résistance, c'est-à-dire travail anaérobique, travail vitesse, qui vont jouer l'accordéon expansif, plus on se rapproche de l'été, enfin du printemps, pour déjà préparer les objectifs du printemps, avril-mai, et de l'été. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des grands cycles, et à l'intérieur des grands cycles, des petits cycles. Et puis ensuite, on arrive, bien entendu, je prends le coureur à pied, ce que je connais le mieux, on arrive donc au printemps, où là, déjà, on a fait du travail anaérobique. Hein. L'endurance, on a travaillé beaucoup pendant la période du long cycle, disons d'hiver, automne-hiver. Voilà, donc plus on se rapproche, plus on va travailler. Alors si c'est un cours de 1500, il va faire, au bout d'un moment, en se rapprochant des compétitions, il va faire des séries de vitesse, des 200 mètres, etc., avec récupération. Je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est très technique. Voilà. Hein, voilà. Mais il faut avoir cette notion de cycle. Et si on n'observe pas bien ces cycles, si l'athlète veut en faire un petit peu à sa façon, il veut aller trop vite, par exemple, il va se rapprocher des cycles de printemps au moment des cycles d'hiver. Là, ce sera difficile d'arriver aux objectifs et d'arriver dans une certaine progressivité. Donc, il est très important de connaître ces cycles parce que les problèmes de surentraînement peuvent venir des erreurs dans les grands cycles, dans les petits cycles. Voilà. Et c'est là qu'à ce moment-là, il y a une analyse qui doit être faite. Alors, ce n'est pas toujours le médecin. Si le médecin du sport, s'il suit un club, il peut en discuter avec le coach et dire bon, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que voilà. Mais c'est pas si simple que ça. C'est peut-être la coordination qui manque et tout le monde n'a pas un coach. D'où la nécessité de bien se connaître en se posant les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans mes cycles que j'ai fait des erreurs? Est-ce que c'est dans mes périodes de récupération inter-cycle?
puisqu'il y a des petites récupérations qui viennent se greffer là. Hein, ça peut être de quelques jours, ça peut être repassage à un entraînement moins intensif. Vous voyez, il y a différentes façons de récupérer. Voilà. Et c'est à partir de cette analyse-là que l'on va pouvoir corriger l'entraînement lui-même. Voilà. Alors pour ce qui concerne la grande fatigue, bien sûr, c'est le repos. Hein. C'est le repos, il peut arriver même qu'il faille couper 15 jours. On voit très bien des athlètes, y compris ceux qui sont allés aux Jeux Olympiques, qui font carrément, et pourtant ils ont des championnats européens, du monde, etc., carrément une coupure de 15 jours. Quasiment complet. Pas tout à fait quand même. Il faut toujours une certaine activité parce qu'il ne faut pas prendre du poids, etc. C'est important. Mais il faut aussi psychologiquement récupérer pour retrouver l'envie et le tonus de remise à l'entraînement et pour les futures compétitions. Donc le repos, c'est indispensable. Et si on ne le fait pas, le risque c'est de dire bon, je fais que des contre-performances, ça va pas, j'abandonne, je fais autre chose. Non, là c'est vraiment une erreur. Il faut faire une analyse dans tous les domaines, bien d'abord dépister le surentraînement et ensuite les remèdes. Bon, alors, est-ce que le médecin va pouvoir aider? Oui, il va pouvoir donner des conseils de repos, c'est incontestable. Il va revoir tout ce qui est sommeil, alimentation, les autres occupations, etc. Comment faire pour essayer de retrouver le sommeil? Voilà, pour essayer de voir s'il existe des erreurs type mauvais échauffement à l'entraînement. Est-ce que vous vous échauffez à l'entraînement? Combien de temps? Est-ce que vous faites des étirements? Est-ce que vous faites un peu de gainage, ce qu'on appelle le gainage, hein, une remise en condition générale, de travail purement musculaire, voilà. De manière à pouvoir effectivement donner des conseils. Donc ça passe par ce que l'on fait en médecine générale, chez une personne fatiguée. On va lui poser des questions et lui donner d'abord des remèdes qui ne sont pas des remèdes médicamenteux, qui sont surtout des conseils. On parle de plus en plus de faire des consultations, finalement sans ordonnance à la fin de la consultation, mais avec des conseils hygiéno-diététiques. Voilà, hein, c'est-à-dire la manière de vivre, la manière de manger. Il faut bien intégrer ceci. Alors après, bien entendu, on peut juger aussi la fatigue par, on l'a dit, les baisses de performance. Je prends par exemple le coureur à pied qui s'est fixé un objectif en fin de printemps, par exemple à 3000 mètres, où il veut réaliser un temps en dessous de 9 minutes, et il a tout fait avec son coach pour, dans ses cycles d'entraînement, arriver à son objectif, et là, ça passe pas. Ce ne sera pas 8 minutes 50, mais ce sera peut-être 9 minutes 3. Là, il faut en chercher les conséquences, surtout si la récupération, en plus de cette compétition, n'est pas bonne. Donc vous voyez, on a vu les signes et les conséquences sur la performance. Après, il va falloir trouver les remèdes qui, du reste, vont servir pour prévenir. Compléter sur la tension artérielle, on peut effectivement, l'athlète fatigué peut avoir ce qu'on appelle des hypotensions en fonction, si vous voulez, du fait de, par exemple, se pencher, se relever, être assis, se lever, être couché, se lever, faire des chutes de tension alors que d'habitude, la régulation se fait normalement, la tension peut baisser, ce qui peut donner une sensation d'instabilité. Ce n'est pas des vrais vertiges. Ça n'a rien à voir avec les vrais vertiges que l'on a, par exemple, lorsqu'on est sur un bateau. Hein, mais là, c'est plutôt une chute de tension qui se corrige. Hein, c'est-à-dire, si on a 120, 130, elle peut tomber à 100, hein, 110, et le temps que le système
récompense par le système de régulation, système sympathique, parasympathique, hormonal, c'est compliqué. Mais enfin, le temps que les choses se remettent en place, il n'y a pas. Voilà. Il faut un certain temps, mais c'est un signe d'alerte, il ne faut pas l'oublier. Donc vous voyez tous ces signes que vous devez repérer grâce à votre, notamment sur le stade, avec le cardiofréquencemètre, mais autrement, en prenant votre pouls au niveau des carotides, il suffit d'appuyer très légèrement sur les carotides, on sent battre ici, sur 15 secondes, on prend son pouls et on multiplie par 4 et on a le pouls juste à la fin de l'effort. Et ensuite, à 3 minutes, de la même façon. Ensuite, à la maison, on peut prendre son pouls radial. Voilà. Alors ça, ce sont des notions importantes à rapprocher des efforts d'endurance, de résistance, de vitesse. Voilà. Et ça, c'est valable pour beaucoup de sports. Alors la tension artérielle. Alors vous n'allez pas vous balader avec un appareil, attention, sur le stade. Hein, voilà. Donc il faut peut-être connaître déjà sa tension au repos. Hein. Il faut savoir que la tension et le pouls augmentent en fin de nuit. C'est en milieu de nuit que la tension et le pouls sont les plus bas, avec des petites variations, suivant qu'il s'agit de sommeil profond, léger ou paradoxal. La tension, c'est la même chose. Il suffit de s'asseoir au bord de son lit et de prendre sa tension, sachant qu'elle augmente effectivement en fin de nuit à cause notamment de sécrétion hormonale, cortisone, etc. Donc on prend sa tension, maxima et minima. Alors, la tension classique, c'est 12-13, disons 120-130 en millimètres de mercure, et 70-75 pour la tension diastolique, la première étant la tension systolique. Donc cette tension peut effectivement varier, mais elle peut varier, ça dépend. Ça dépend dans les deux sens. Ça peut être au contraire une tension qui plafonne, là où on a 130, on est à 140, mais ça peut être aussi une baisse de tension, 130, on est à 115 par exemple. La tension diastolique est plus difficile à juger, mais la tension systolique. Donc vous voyez, ça peut varier dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'il existe aussi une variation d'une journée à l'autre pour quelqu'un qui, par exemple, ne fait pas de sport. Mais enfin, bon, si c'est pris dans les mêmes conditions, qu'on se connaît bien avec le recul et qu'on le fait de temps en temps, sans être un compulsif, obsédé par le tensiomètre et le pouls, ça peut être intéressant, on se connaît bien. Alors la tension de récupération, la tension à l'effort d'ailleurs, et lorsque l'on fait des épreuves d'effort au cabinet médical du cardiologue, enfin plutôt en milieu hospitalier, les épreuves d'effort se font en général en milieu hospitalier. Voilà. On peut constater effectivement, là encore, que la tension, elle n'a pas le comportement qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire la tension peut monter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un effort pour lequel la tension était normalement plus basse, sur, par exemple un effort de résistance sur vélo ou sur tapis roulant. Voilà, donc là c'est plus difficile à juger. Et puis surtout la tension de récupération, en fin de journée, celle-ci, on est chez soi, on peut prendre le tensiomètre, toujours tensiomètre à brassard, pas au poignet, ils ne sont pas labellisés. Hein, ils ne sont pas labellisés par l'Office mondial de la santé, même s'ils sont labellisés par la Haute Autorité de Santé. Vaut mieux un tensiomètre ici avec un brassard adapté au bras, pris en position assise, et 3 fois de suite pour être sûr de ne pas se tromper, à 1 minute d'intervalle. J'ai fait des vidéos là-dessus, il suffit d'aller voir. Donc là, en fin de journée, après, donc assez loin de l'entraînement, disons 3-4 heures après, la tension artérielle peut elle aussi varier dans les deux sens. Hypo, tension en dessous de la tension normale de repos après un quart d'heure de position assise, voilà, ou le matin, ou au contraire, toujours être un peu élevé. Mais là, comme je vous dis, c'est l'expérience qui va vous le montrer, parce que vous l'aurez fait plusieurs fois, et si vous faites une petite courbe, vous verrez que vous vous situez où vous vous situez. Et là, c'est important de connaître la variation du pouls, la variation de la tension, et comment l'interpréter. Alors c'est à vous de dire, oui, effectivement, j'ai des signes, entre autres, de fatigue,
je me fais plus facilement des contractures ou des claquages, ou voilà, j'ai un mauvais sommeil. C'est à vous de dire, ah ben oui, effectivement, là, ma tension, voilà. Hein, donc il faut se rapprocher de tous les autres signes pour pouvoir interpréter la tension artérielle et le pouls pour juger s'il y a un surentraînement. Je voudrais vous citer 2 cas pratiques. C'est du vécu et ça peut servir. Il s'agissait d'un jeune de mon club de 28 ans, un brillant athlète sur 1500 mètres, moins de 3,50, qui venait du reste, qui était un excellent cycliste et bon nageur et qui s'était mis au triathlon. Un jour, il vient me voir très fatigué en me disant « Je ne comprends pas, j'ai raté ma compète, j'aurais dû être dans les premiers, ça n'a pas été, je n'avais pas de jus, je n'avais rien. » Alors, je l'ai interrogé, bien entendu, le mieux possible, en reprenant surtout tout ce qui était hygiène de vie, diététique, mais aussi, bien sûr, l'entraînement. L'entraînement était tout à fait correct, il s'entraînait une 12aine d'heures par semaine, bien partagé entre les 3, il enchaînait très bien, ça allait relativement bien, voilà, à l'entraînement. Alors, il me dit, mais oui, j'applique le menu scandinave. Ah, connaissez-vous le menu scandinave? C'est-à-dire que 6-7 jours avant la compétition, et pendant 3 jours, on mange beaucoup de protéines, et surtout pas tout ce qui va donner du glycogène. Le glycogène, c'est tout ce qui va donner l'énergie aux muscles au moment des efforts. Donc pendant 3-4 jours, aucun glucide, que ce soit des sucres lents, vous les connaissez, les riz, les pâtes, etc. Des sucres rapides non plus, pas de boisson sucrée, rien du tout. S'hydrater correctement. Voilà. Et puis on continue à s'entraîner, et justement, il faut brûler tout le glycogène qu'on peut avoir encore en réserve. Donc on va y aller à l'effort pour vider tout ça, pour qu'il n'y ait plus de glycogène. Et puis, dans les 3 jours qui précèdent la compétition, alors là, on va manger tout ce qui peut donner du glycogène. Alors là, on y va, y compris des sucres rapides, ce qui n'est pas toujours recommandé, hormis pendant l'effort, les sucres pouvant être suivis notamment d'hypoglycémie. Vous le savez bien. Bon, les sucres rapides, sauf j'ai dit pendant les compétitions, où là, il faut tout de suite avoir une énergie qui est peut-être absente. Voilà, mais tout ça, c'est discutable. Alors voilà, vous trouverez bien entendu sur Internet des tas de choses, des gens qui préconisent ça, notamment chez les marathoniens. Bon, je compare au triathlon. Le triathlon, c'est quand même une épreuve qui peut durer entre 3, 4, 5, 6, 7 heures, voire plus, vous le savez bien. Eh bien, en discutant avec lui, je lui ai dit surtout, arrête, ne modifie pas comme ça les sources alimentaires de ton organisme, qui est très habitué, qui est très bien équilibré. Tu manges tes glucides lents et rapides en fonction de l'énergie dont tu as besoin. Mais bien sûr que la pasta party qui va précéder ton triathlon la veille est importante. Mais ça ne doit pas être précédé d'un sevrage. Voilà. Donc effectivement, ce jeune a refait des compétitions et il n'a jamais eu de problème de ce type. Aucun problème de ce type. Alors, menu scandinave, peut-être. Avantage, j'en sais rien. Inconvénient, à tous les coups. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec des médecins de médecine sportive sur ce sujet, et je pense que vous pourrez certainement trouver des informations peut-être sur Internet. Deuxième cas, c'était un policier que j'avais donc en clientèle qui travaillait pour la BAC, la brigade anticriminalité. De nuit, de jour. Alors c'était un petit peu les 3-8 si vous voulez, donc quand il fallait passer d'une semaine à l'autre, il fallait savoir trouver le sommeil, etc. Organiser son sommeil, ses repas, c'était très compliqué, vous l'imaginez. Faire les 3-8, quand on vit la nuit et que le jour on doit récupérer, et qu'on ne récupère pas parce qu'on a bien d'autres choses à faire encore à la maison. Donc, eh bien, je le voyais souvent, et très souvent, pour des
des histoires ligamentaux, musculaires, des dorsalgies, des lombalgies. Alors c'était la sciatique, c'était la tendinite du tendon d'Achille, ça n'en finissait pas. Donc j'ai revu avec lui, j'ai dit, je savais qu'il faisait cette profession, mais j'ai dit comment tu synchronises tout ça, ton sommeil, comment tu réussis à instaurer ton sommeil, fais-tu des siestes, etc. Ton organisme doit se resynchroniser à chaque fois que tu changes de régime de 8 heures. Bon, effectivement, on a travaillé là-dessus. Hein, en tant que médecin du sport, je m'en suis occupé. Je lui ai donné des conseils. Et puis, on a essayé de rééquilibrer. Bon, il faisait moins d'accidents, mais il était moins fatigué. Mais il avait un petit peu perdu confiance en lui. Vous voyez, tout ce que ça peut entraîner. Alors, ce n'était pas un surentraînement, mais disons que les conditions de vie, finalement, équivalaient à une sorte... Il en demandait trop à son organisme par rapport à son manque de récupération, voyez-vous. Donc, c'était finalement une forme de surentraînement. Évidemment, il n'aurait rien fait, il n'aurait peut-être pas eu de tendinite, ni de lombalgie, et voilà, tous ces problèmes. Mais en fait, il a revu ça, et effectivement, il réussissait, notamment dans les périodes de congé. Mais les compétitions, ça n'est pas que pendant les périodes de congé. Il réussissait quand même à être nettement mieux, et il réalisait qu'effectivement, là, il y avait un problème d'hygiène de vie. Voilà. Je pense que ces deux cas vous montrent la complexité de ce qu'on appelle le surentraînement. C'est pas évident de rapporter ça à seulement un surentraînement, mais disons un entraînement qui est mal, si vous voulez, calqué sur le mode de vie de la personne. Donc c'est très compliqué, il faut toujours bien, lorsque vous faites des ennuis, des accidents musculaires, fractures de fatigue ou autres, vous posez la question, mais comment je peux expliquer ça? C'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut remonter quelquefois assez loin en arrière. Quelquefois, c'est un mode de vie totalement inadapté. Sans compter que tous ces incidents provoquent une certaine anxiété, une perte de confiance en soi. Voilà. Dire de ce long discours. Pour identifier le surentraînement, tenir compte des alertes physiques, psychologiques, les accidents qui peuvent arriver, musculaires, etc. Les alertes psychologiques, bien entendu, en tenir compte, ça peut être la perte de l'envie, la perte de motivation. Toujours éprouver du bien-être en faisant son sport. Et surtout, nous l'avons dit, bien se connaître. Nous n'avons pas tous un coach pour nous conseiller. Bon, il peut y avoir des copains qui ont davantage d'expérience, les plus anciens peut-être, voilà, qui peuvent conseiller. Alors, les causes, on a vu les signes, les causes, elles peuvent être extrasportives. C'est important ça. Elles peuvent être dans l'organisation du sport. On l'a vu, les cycles, etc., les échanges avec le coach, les périodes de récupération insuffisantes, etc. Je rappelle toujours la vie familiale, l'épanouissement, c'est très important. Et enfin, il faut corriger. C'est revoir l'entraînement. Ne pas faire l'autruche. C'est bon, ça va passer, etc. Et ça se pérennise et on recommence les erreurs. Voilà. Bon. Ensuite, bien revoir aussi les objectifs. Peut-être trop nombreux, nous l'avons vu. Ou mal agencés. Voilà. Je crois il faut quand même retenir ce dont je vous ai parlé au tout début, c'est-à-dire ce questionnaire de 54 questions là, de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. Vous trouverez ça, je le rappelle, dans la description. Hein, voilà. Ça, c'est important. Ça vous permet de faire le point avec les scores et vous pouvez présenter ça à votre médecin en disant « Voilà, docteur, voilà », ou alors à votre coach. Voilà ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous en pensez, et peut-être que le coach orientera vers le médecin ou vers un médecin, soit généraliste ou médecin du sport, qui peut être qualifié ou certifié en médecine du sport. Chers auditeurs, la prochaine vidéo sera sur un sujet qui n'est pas si rare que ça, sur la dysfonction sexuelle, notamment chez les hommes, ce qu'on appelle l'impuissance, le manque d'érection chez l'homme pour les rapports sexuels. Pourquoi et comment y remédier?
c'est un sujet important qui peut intéresser pas mal de gens. Nous rappellerons quelle est la fréquence de ce genre de problème. Voilà. Eh bien, je vous remercie toujours de votre bienveillance et d'avoir écouté la vidéo peut-être dans son entier, alors que sinon vous allez dans la transcription, je vous l'ai dit, hein, vous descendez un petit peu plus bas là, affichez plus et puis transcription, et vous verrez dans la transcription les différentes étapes du discours, et vous irez peut-être dans ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Merci et à bientôt.